bonsoir à tous. On est en fin de séance et je pense que beaucoup d'entre vous commencent à être fatigués. Donc je vous propose de choisir la version courte ou la version longue du repérage d'un enfant en détresse psychologique. Je pense que vous opterez pour la version courte et je vais adapter un peu ma présentation pour assurer un suivi de l'auditoire. Je voudrais commencer par remercier l'Association des pédiatres du Gabon et Dr Yedes, que j'ai connu dernièrement par téléphone, de m'avoir invité à parler d'un thème très général et très vaste qui concerne toute la pédopsychiatrie. Donc, je vous propose de parler des grandes lignes du repérage des enfants en détresse psychologique. Voilà. Donc, nous allons commencer par voir principalement les signes et symptômes de la souffrance psychologique chez l'enfant. Et vous savez que notre spécialité est principalement une spécialité clinique et que le diagnostic se fait sur la connaissance, bien sûr, du développement de l'enfant et de la sémiologie, mais aussi sur la disponibilité du médecin à pouvoir diagnostiquer donc, cette souffrance psychique. Alors, quand on parle de souffrance psychique, en fait, on veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi ? En général, quand on envisage un enfant avec souffrance psychique, on envisage un enfant qui n'est plus un nourrisson, qui est capable d'avoir une idée sur lui-même et sur ses pensées, et qui va être capable d'éprouver et de décrire cette souffrance. Et c'est ce qu'on cherche en général. Et il faut savoir que, comme dans la douleur en pédiatrie, chez le nourrisson et chez le tout petit, c'est très difficile à évaluer et très difficile à concevoir, mais cela existe. Et malheureusement, on n'y pense pas assez souvent et on a du mal à la concevoir. Alors, maintenant, quels sont les signes et les symptômes de la souffrance psychique chez l'enfant ? Quand on essaye d'imaginer, il y a deux grands signes et deux grands symptômes, deux grandes classes de symptômes qui sont catégorisés dans le sens de la souffrance. Le premier, c'est celui de la tristesse et le second, c'est celui de l'anxiété. Un enfant souffre quand il ressent de la tristesse et un enfant souffre quand il ressent de l'anxiété. Donc la tristesse, c'est le diagnostic le plus facile. L'anxiété, c'est un diagnostic aux multiples facettes et je vous propose de vous en parler dans quelques instants. Mais comment est-ce que je veux repérer un enfant en souffrance ? Quels sont les signes ? Qu'est-ce qui va me dire, cet enfant-là, il y a quelque chose au niveau affectif qui fait qu'il ne va pas bien ? Eh bien, en général, je vais me baser sur une anamnèse, sur une plainte, et donc je vais me baser sur une chronologie et sur une sémiologie. Le premier caractère chronologique, c'est le changement de comportement. On dit qu'il y a un changement avec le fonctionnement antérieur. C'est un enfant qui fonctionnait d'une certaine manière, plus ou moins adapté, sans trop de complications, plus ou moins adapté au niveau de nombreuses sphères du développement, et dans l'anamnèse et dans l'examen clinique, nous évaluons toutes les sphères du développement, l'alimentation, le langage, l'attention, la socialisation, le fonctionnement sphinctérien, etc., la cognition, la scolarité, d'accord ? Il y a un changement. Et ce changement, il est principalement comportemental. Cet enfant sage va devenir agité, cet enfant agité va devenir sage, cet enfant moyennement qui étudie moyennement va présenter un fléchissement scolaire, cet enfant va s'agiter, cet enfant va avoir beaucoup d'une instabilité ou des chutes et traumatismes à répétition. Voilà, donc il y a un changement. Mais en plus de ce changement, quand il y a un changement avec une altération du fonctionnement, c'est un changement qui va durer un peu dans le temps. Comme vous savez, nous ne sommes pas des robots et notre humeur, notre anxiété est variable tout au long de la journée. Nous éprouvons de l'anxiété, nous éprouvons de la tristesse, nous éprouvons de la joie. Mais la courbe évolutive de ces émotions, elle est rapidement transitoire. Et la normalité, c'est d'éprouver toutes ces émotions-là tout au long de la journée sans grande augmentation ni diminution et sans prolongation. Donc, un trouble, une modification du comportement qui se prolonge, ce n'est pas normal. Donc, j'ai une modification du comportement, elle se prolonge, elle a un retentissement, je vais chercher les troubles associés. Quels sont ces troubles associés ? Nous avons bien sûr les troubles émotionnels. Un enfant qui est rapidement triste, un enfant qui pleure pour rien et souvent, et c'est quelque chose de récent, mais souvent,
L'enfant triste va exprimer sa tristesse autrement. Un enfant qui commence à être instable, irritable, à faire le clown, je m'inquiète. On dit que ce sont les défenses maniaques de l'enfant. Ça veut dire un enfant qui fait le clown, je ne pense pas qu'il est heureux, mais c'est plutôt qu'il est triste et qu'il le cache. Je vais aussi chercher des difficultés de concentration et un fléchissement scolaire, des difficultés d'apprentissage récentes. Mais, autre signe évocateur, donc ici c'est principalement l'enfant d'âge scolaire, je vais chercher des plaintes somatiques. Les plus fréquentes plaintes somatiques associées à des troubles psychologiques, ce sont les douleurs abdominales et les céphalées, mais on peut avoir aussi d'autres plaintes somatiques qui sont souvent diffuses et mal systématisées et qui dépendent du contexte et de l'environnement. Je vais chercher des troubles instinctuels, donc les troubles du sommeil sont fréquents chez l'enfant, mais je peux aussi chercher des troubles sphinctériens comme une énurésie récente ou une encoprésie récente. Et enfin, parmi les troubles instinctuels, les troubles alimentaires avec une augmentation de la prise alimentaire ou une diminution de la prise alimentaire. Enfin, et ici c'est plus fréquent chez le grand ado, mais nous allons nous concentrer un peu sur l'enfant d'âge scolaire, donc toutes les prises de risque, tous les troubles, tout ce qu'on appelle les troubles des conduites. Un enfant qui va se mettre en danger, un enfant qui va devenir hétéro-agressif ou auto-agressif, etc., jusqu'aux tentatives de suicide. Et enfin, les manifestations anxieuses et l'anxiété excessive que parfois on ne comprend pas. On sent qu'il y a une anxiété et on ne comprend pas d'où vient cette anxiété de l'enfant. Alors, avant de décrire les troubles, nous allons voir quels sont les facteurs de risque, quels sont les facteurs d'une souffrance psychique chez l'enfant. On peut les résumer ou les catégoriser en 5 grands domaines. Il y a les facteurs d'environnement familiaux, il y a les expériences de vie, entre guillemets, traumatiques, mais les traumatismes de l'enfance ne sont pas les mêmes que ceux de l'adulte. Il y a les maladies somatiques, il y a les pressions, notamment la pression scolaire, et il existe les facteurs sociaux. Pour l'environnement familial, bien sûr, quand il y a des troubles psychiatriques, des troubles des conduites, une maltraitance au sein de la famille, ce sont des facteurs de risque de souffrance psychologique chez l'enfant. L'instabilité, on sait que parmi les besoins de l'enfant, c'est de vivre dans un environnement stable. Il doit savoir à quoi s'attendre, donc pour pouvoir se projeter dans l'avenir et évoluer normalement. La violence domestique aussi est un facteur de risque. Les conflits familiaux et le divorce des parents, ce n'est pas ça, c'est le divorce conflictuel, c'est-à-dire la tendance à vivre dans un environnement conflictuel qui va favoriser le développement de troubles psychiques ou d'une souffrance chez l'enfant. Les expériences de vie traumatiques, donc toutes les expériences de vie traumatiques, elles peuvent être uniques ou répétées dans le temps. Avec des sémiologies différentes, c'est-à-dire qu'un enfant qui est exposé à de multiples traumatismes aura une sémiologie plus complexe et moins nette de souffrance qu'un enfant qui est exposé à un traumatisme unique. Mais parmi ces événements de vie traumatiques, il y a la violence physique, la négligence, les abus sexuels, les catastrophes naturelles, et ces accidents peuvent avoir un impact important sur la santé mentale de l'enfant. Ces accidents, surtout quand il s'agit d'accidents uniques, ils sont intrinsèquement liés à la réaction de la famille et de l'environnement et donc aussi de l'école. C'est-à-dire qu'un même événement traumatique dans une famille résiliente qui arrive à protéger l'enfant aura bien moins d'effet qu'un événement traumatique mineur chez une famille qui n'est pas résiliente et qui ne va pas protéger l'enfant. Donc c'est la fonction, on dit la maman, quand elle a un nourrisson, elle a une fonction de parexcitation. Elle va diminuer tous les traumatismes internes et externes qui surviennent. Donc bien sûr, les événements de vie traumatiques, ils dépendent de ce qu'on en fait, comment on va le médiatiser, comment on va survictimiser l'enfant. Comme vous voyez, tous les facteurs de risque sont intrinsèquement liés. Ensuite, il y a les maladies somatiques. Et combien n'a-t-on pas d'enfants déprimés parce qu'ils présentent des maladies chroniques? Et combien d'enfants ne sont-ils pas adressés de pédiatrie parce qu'ils ont du mal à accepter les maladies chroniques ou parce qu'ils présentent des tentatives de suicide réactionnelles aux maladies chroniques? Donc, bien sûr, les maladies chroniques, c'est un facteur essentiel et majeur dans les souffrances psychiques des enfants. Il y a ensuite la pression scolaire. Bon, ça ne veut pas dire que ne pas mettre de la pression. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas toujours mauvais de mettre de la pression scolaire, mais mettre une pression scolaire qui n'est pas adaptée aux compétences de l'enfant, voilà, c'est-à-dire mettre en échec l'enfant, ça c'est un facteur de risque.
Et on le voit chez les enfants qui ont une intelligence limite ou des parents qui sont très, très exigeants. Cela peut être à l'origine d'une difficulté psychique. Les enfants anxieux aussi avec la peur de l'échec et les enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage. C'est-à-dire que tous les enfants qui sont déjà en difficulté peuvent présenter une souffrance psychologique surajoutée du fait de ces facteurs d'environnement. Enfin, nous ne pouvons pas ne pas citer les facteurs sociaux. Donc bien sûr, le manque de soutien social, on en a parlé dans l'environnement, les conflits avec les pairs. Et quand on parle de conflits, on parle de tout ce qui est harcèlement sexuel, cyberbullying et harcèlement à l'école. Nous savons que c'est un fait sociétal, que les enfants sont victimes de plus en plus et passent à l'acte beaucoup plus facilement. Donc il faut apprendre à nos enfants à se défendre et à les protéger et être disponible à les écouter pour ne pas que cette souffrance s'aggrave. Parce que dans tout ce qui est harcèlement, on dit toujours qu'il y a trois personnes, il y a trois fonctionnements. Il y a la victime, celui qui victimise et l'observateur. Donc on doit apprendre à nos enfants à ne pas être des observateurs silencieux et bien sûr à ne pas être des agresseurs et aussi à ne pas se laisser faire. Et ça, ce sont des facteurs d'environnement. Maintenant, comment dépister ? On a dit il y a un changement et c'est un changement qui se chronicise avec des atteintes dans les sphères de fonctionnement, les sphères de vie de l'enfant. La réalité, c'est que je peux vous parler de beaucoup d'échelles d'évaluation. Et je peux vous les citer. Il y a les échelles qui évaluent l'anxiété, il y a les échelles qui évaluent la dépression, et il y a des échelles qui évaluent les comportements internalisés et externalisés. Et tout ça fait partie des questionnaires. Mais la réalité, c'est que la meilleure manière de dépister, c'est l'examen clinique. C'est-à-dire quoi l'examen clinique ? C'est une bonne écoute des parents et un entretien avec l'enfant. L'entretien avec l'enfant, il est d'autant plus facile que l'enfant est un enfant d'âge scolaire. C'est-à-dire un enfant entre 5 et 12-13 ans, c'est facile. Il va être plus compliant, il peut verbaliser. Un enfant de moins âgé, on va avoir besoin d'autres outils. Au niveau du langage, le développement va être différent. Il faut plus d'expérience et plus de temps. Et chez l'adolescent, alors c'est une autre histoire parce qu'il faut à la fois ménager les parents et l'adolescent pour qu'il se confie à nous et qu'il raconte ses troubles et sa souffrance pour laquelle il est venu. Et c'est souvent une souffrance dont les symptômes ne sont pas socialement acceptés, comme les prises de toxiques ou les troubles des conduites ou les conduites à risque, la mise en danger. Donc c'est plus difficile donc, chez le petit et chez l'adolescent. Donc l'entretien clinique, comme je vous ai dit, c'est l'anamnèse. Et c'est l'entretien avec l'enfant et observer le comportement de l'enfant, d'autant plus qu'il est jeune, et discuter et parler avec l'enfant, d'autant plus qu'il est âgé. Et parmi l'acte fondateur de ce diagnostic, dans le diagnostic positif, il y a l'énonciation du diagnostic. C'est-à-dire, je dis à l'enfant, je pense que tu es triste. Est-ce que tu es triste ? Déjà, cette question-là, chez un enfant qui est turbulent, qui se met en échec, qui est dans l'opposition, elle va changer quelque chose, il va pouvoir s'exprimer et se rendre compte de ce qu'il a. Et aussi, ça peut changer la dynamique des parents parce que quand c'est des parents qui ne sont, quand c'est pas trop pathologique le fonctionnement familial, ils vont se rendre compte que oui, il y avait un facteur psychologique qui était sous-jacent et ça peut changer la dynamique. Et c'est un diagnostic thérapeutique. Winnicott appelait ça la consultation thérapeutique. Donc en faisant l'anamnèse et l'hypothèse diagnostique, j'améliore. Bon, ça, c'est valable vraiment pour la dépression. Mais pour l'anxiété, je peux demander à l'enfant est-ce qu'il est anxieux ? Il peut me répondre oui, ça ne va pas vraiment changer le diagnostic. C'est-à-dire qu'en disant à l'enfant tu es anxieux et qu'on va faire le diagnostic, il va falloir encore un autre travail il n'y aura pas une amélioration extrêmement rapide de la symptomatologie. Ça mettra plus de temps et c'est une conduite thérapeutique, disons, qui peut être plus structurée. Donc, comment s'exprime la dépression de l'enfant ? En fait, cette diapositive ne dit pas vraiment la réalité parce que les tableaux cliniques de la dépression de l'enfant, ils sont très variables. Ils sont variables selon l'âge. Donc, pour les pédiatres, par exemple, il y a la dépression du nourrisson, qui est souvent une dépression sous-diagnostiquée, et les formes les plus sévères qui ont été décrites durant la Deuxième Guerre mondiale et qu'on retrouve chez les enfants abandonnés, elles associent 4 symptômes. Ces 4 symptômes, ce sont
ceux de l'inertie motrice, donc un enfant qui ne bouge plus, c'est l'atonie thymique, un enfant qui n'est pas vraiment triste, mais qui n'est plus content, qui n'a plus de manifestations émotionnelles, donc dont je vous ai parlé, ces variations émotionnelles. C'est un enfant qui est dans le repli interactif. Quand ça s'aggrave, on a l'impression qu'il est autiste. Et c'est un enfant qui présente ce qu'on appelle, nous, les décompensations psychosomatiques. Quand on dit psychosomatique, on veut dire que ça commence par les troubles instinctuels, donc des troubles du sommeil qui vont aggraver les troubles du sommeil de la maman et qui vont induire un cercle vicieux au niveau de l'interaction. C'est les troubles alimentaires qui peuvent se compliquer ensuite d'autres complications somatiques. Voilà. Et bien sûr, on ne le retient que quand on a éliminé un diagnostic d'une maladie somatique réelle. Ce sont des troubles qui sont sous-diagnostiqués. Et on les voit surtout chez les enfants abandonnés ou très, très carencés. Chez l'enfant d'âge scolaire, comment on va faire le diagnostic ? Eh bien, je vais m'intéresser d'abord à l'humeur. Et l'humeur, contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas toujours triste. Et comment je vais savoir si un enfant est triste ? Je vais me sentir triste moi-même et je vais me sentir ralenti. Je n'ai plus d'idée quand je parle avec l'enfant. Je me sens triste et vide et ralenti. Mais ça c'est la forme la plus banale. Mais la forme la plus fréquente, c'est l'enfant irritable. C'est un enfant à qui rien ne plaît, qui est caractériel et qui énerve les parents. Et les parents disent, il fait exprès. Et dès que c'est fait exprès, et il fait tout contre nous. Et bien ça, c'est plutôt un enfant déprimé. Un enfant qui fait le clown, c'est un enfant déprimé. C'est-à-dire l'humeur n'est pas toujours celle de la tristesse. Associé à ça, on va avoir donc un ralentissement psychomoteur, ça c'est la forme typique, mais souvent on a une instabilité. Donc c'est des enfants instables. Donc comment je vais savoir si c'est un enfant qui est instable parce qu'il a une déficience intellectuelle, parce qu'il a un trouble du spectre de l'autisme, parce qu'il est hyperactif ou parce qu'il est déprimé ? Eh bien c'est l'anamnèse. S'il y a un changement, c'est plutôt qu'il est déprimé. Si c'est très ancien et très antérieur à tout événement de vie ou tout événement déclenchant, c'est plutôt un trouble hyperactivité, déficit de l'attention. Et enfin, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui est somatique, psychosomatique, donc les troubles instinctuels et les troubles sphinctériens chez l'enfant d'âge scolaire. Chez l'adolescent, on va principalement avoir les troubles des conduites. C'est un enfant qui va paraître opposant, quérulent, un petit psychopathe. Voilà, grosso modo. Mais qu'est-ce qui va changer ? Il y a aussi un facteur, on va trouver un facteur déclenchant et on va trouver cette irritabilité, un sentiment de vide et on va trouver un changement par rapport au fonctionnement intérieur. Donc dès que j'ai un changement par rapport au fonctionnement intérieur, je vais chercher les autres signes et je vais demander à l'enfant s'il est triste. Déjà, j'ai énormément d'éléments du diagnostic positif. Voilà. Il y a quelques autres particularités cliniques que je peux chercher. C'est-à-dire, par exemple, je peux demander à l'enfant de dessiner, je peux demander à l'enfant d'écrire, surtout l'enfant d'âge scolaire, et il va dire « je ne sais pas ». Un enfant qui dit souvent « je ne sais pas », qui écrit et qui rature, qui n'a pas confiance en lui, c'est plutôt un enfant déprimé. Un enfant qui dit « mes parents ne m'aiment pas », donc c'est plutôt un enfant déprimé. Donc il y a des signes d'autodépréciation qui ne ressemblent pas vraiment à celles de l'adulte, mais que l'enfant peut exprimer et que nous pouvons trouver au travers de l'entretien avec l'enfant. Voilà. Alors, comme nous avons dit, donc, la dépression, elle peut être due à un événement de vie ou à des facteurs familiaux, génétiques, etc. Mais elle peut compliquer un autre trouble psychologique, un trouble hyperactivité, un trouble spécifique des apprentissages. Elle peut compliquer de nombreux troubles. Et là, le diagnostic devient plus difficile. Donc, j'ai dit un mot, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, sur le trouble déficit de l'attention hyperactivité. Ce sont des enfants inattentifs et instables, souvent depuis le jeune âge, et souvent parce qu'ils ont des difficultés scolaires et des difficultés d'apprentissage associées, ils vont présenter des troubles anxieux et des symptômes dépressifs réactionnels. Alors, maintenant, qu'en est-il des troubles anxieux ? La difficulté dans le dépistage des troubles anxieux résulte de la distinction entre le normal et le pathologique. Parce que le normal, c'est de présenter des manifestations anxieuses physiologiques. Un enfant qui ne présente pas de phobie du noir n'est pas un enfant normal. C'est-à-dire que le développement de l'enfant, dans la normalité, il y a l'anxiété. Donc nous avons beaucoup de manifestations anxieuses qui signent le développement normal. Je vais citer l'anxiété de séparation. Un enfant à 8 mois,
il doit faire une anxiété de séparation. Cette anxiété, doit faire, c'est 90% des enfants. Cette anxiété de séparation physiologique, elle doit être modérée. Si elle est intense ou qu'elle n'existe pas, je m'inquiète. Donc un enfant, à l'âge de 1 an et demi, il commence à présenter une anxiété de séparation. Comment on la voit? La maman met le manteau, il commence à pleurer. La maman ferme la porte de la maison, il pleure. Il va pleurer 10 minutes et puis il va se calmer. C'est un signe physiologique. Un enfant qui ne présente pas d'anxiété de séparation, et ce n'est pas normal. Vous voyez? Mais une anxiété pathologique, elle est comment? Parce qu'elle est absente ou excessive. C'est-à-dire que la maman ne peut pas se séparer de l'enfant. Il a un trouble anxiété de séparation. L'enfant ne peut pas rentrer au jardin d'enfants. Ce n'est pas normal. Un enfant qui n'a pas peur du noir, qui n'apprend pas à avoir peur du feu, qui n'a pas peur des reptiles, ben ce n'est pas normal. Vous voyez, c'est ça la physiologie. On passe à avoir une petite anxiété de performance. C'est parfaitement normal. Je m'inquiète si je n'ai pas ça. Quand est-ce que c'est pathologique, l'anxiété? Quand l'anxiété ne correspond pas à l'anxiété physiologique, c'est-à-dire qu'à 5 ans, il présente l'anxiété d'un enfant de 1 an et demi, quand elle est intense et quand elle n'évolue pas, quand elle ne se modifie pas avec le temps et qu'elle retentit. Là, je m'inquiète et je dis il y a un trouble anxieux. Et le problème, c'est chez les enfants qui présentent des troubles anxieux, c'est souvent qu'ils sont évitants. Donc, on ne va pas avoir l'anxiété, ils vont éviter, ils vont cacher donc, cette anxiété-là. Donc, on va avoir d'autres réactions qui vont être au premier plan. Parmi ces réactions, donc l'évitement, et quand il est confronté à la situation anxiogène ou phobogène, on va avoir des crises de pleurs, une opposition, un refus et des conduites caractérielles. C'est ça la particularité de l'anxiété. Maintenant, on va essayer de voir. Donc, c'est quoi, comme je vous dis, l'anxiété normale, et même il existe des phobies normales. Donc, quels sont les troubles anxieux de l'enfant? Voilà. Il y a le trouble anxiété de séparation. C'est un enfant qui ne peut pas se séparer de la figure d'attachement, qui ne peut pas rentrer au jardin d'enfants. Les mamans le changent de 3 ou 4 jardins d'enfants. Il pleure pendant 2 semaines à 1 mois à chaque fois qu'il rentre au jardin d'enfants. Est-ce que ça nécessite des soins? Ça nécessite des soins, oui, parce que le pronostic scolaire est en jeu après. Et il faut travailler pour que cet enfant apprenne à faire une séparation normale. C'est la séparation individuation. Un enfant qui présente une phobie scolaire, c'est pas une urgence vitale, mais quand même c'est une urgence dans la prise en charge parce que le pronostic scolaire est important. C'est un enfant qui a peur de l'école. Ce n'est pas la séparation en elle-même, mais c'est l'école, le lieu de l'école qui lui pose problème. Il y a aussi les anxiétés généralisées, les troubles paniques, etc., qui ressemblent un peu plus à l'adulte, mais vraiment ces 2 diagnostics chez l'enfant, ce sont 2 diagnostics importants qu'il faut diagnostiquer et prendre en charge rapidement. Bien sûr, il existe aussi d'autres troubles, comme les troubles obsessionnels compulsifs, etc., qui vont s'aggraver un peu avec le temps et qui vont, c'est la courbe évolutive de la maladie, nécessiter des soins en psychiatrie. Maintenant, qu'en est-il des troubles neurodéveloppementaux? Je vais juste dire un mot là-dessus. Donc, on n'imagine pas que les enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement présentent une souffrance. Mais en fait, si, probablement, mais comme ce sont des enfants non-verbaux, tous les enfants non-verbaux, on n'arrive pas à imaginer ni à explorer donc, cette souffrance. On dit, ça c'est la psychopathologie, que l'enfant, quand il naît, il va être exposé à de multiples événements de vie et qu'il va éprouver des angoisses qu'il va métaboliser. C'est comme quand la première fois qu'on nous arrache une dent, on a des angoisses massives, ou la première fois qu'on va se faire opérer, et après ça diminue, n'est-ce pas? C'est parce qu'on a des expériences positives qui nous ont permis de dépasser cela. Eh bien, c'est la même chose probablement pour les enfants qui présentent ce qu'on appelait les psychoses ou les troubles du spectre de l'autisme. Ça veut dire qu'il y a probablement une souffrance associée. Et ces troubles du spectre de l'autisme, vous savez, ce sont des troubles dont la fréquence n'est pas minime tout de même, qui associent des troubles de la communication, des interactions sociales et des comportements à caractère répétitif et restreint. Quand est-ce que je vais m'inquiéter? Il y a un enfant qui n'acquiert pas, on appelle ça les points organisateurs de Spitz, c'est-à-dire le sourire-réponse, l'angoisse de l'étranger. Le sourire-réponse 3 mois, l'angoisse de l'étranger 8 mois, le non-opposition 18 mois, il n'apprend pas à dire non et il ne pointe pas. Un enfant pointe à partir de 12 mois, 12 à 18 mois. Un enfant qui ne pointe pas, je m'inquiète. C'est-à-dire qu'il présente un grave trouble du développement. D'accord? Si en plus il y a un retard du langage ou toute régression dans le fonctionnement de l'enfant, une régression langagière, comportementale, motrice, eh bien je dois m'inquiéter
et je dois l'adresser en fonction de ce qui prédomine. Si c'est le langage, je vais l'adresser en ORL. Si c'est les interactions, je vais l'adresser plutôt en pédopsie. Sinon, je vais l'adresser en pédiatrie, s'il y a une régression aussi motrice, en neurologie, donc pour l'explorer. Et voilà les signes qui doivent me faire évoquer l'un des plus sévères troubles du neurodéveloppement, dont le diagnostic et dont le pronostic, il est en partie et en grande partie dépendant de la précocité de la prise en charge et de l'intensité de cette prise en charge précoce. Voilà. Donc, que faire devant un enfant en détresse psychologique? Donc, c'est repérer, comme on l'a dit, c'est l'association de l'anamnèse et de l'examen clinique. C'est évaluer les facteurs de risque et de protection pour avoir plus de signes en faveur de cette recherche d'une détresse et évoquer les diagnostics, dont principalement les diagnostics que je viens vous évoquer, guider la famille, écouter l'enfant et, en fonction du diagnostic suspecté, adresser à un professionnel de la santé mentale. Voilà. Alors maintenant, quels sont les traitements? Bon, bien sûr, il y a les traitements pharmacologiques et les traitements non pharmacologiques. En pédopsie, nous commençons souvent, et c'est les guidelines internationaux, par les traitements non pharmacologiques. Et en cas d'échec ou en cas de troubles sévères associés, nous allons associer des traitements pharmacologiques. Donc nous avons fini, dans les temps, je pense, et j'espère que nous avons fait le tour de ce qu'il faut dépister, donc pour dépister une souffrance psychique de l'enfant, et je vous remercie. Merci, professeur. Je vais rester un peu pour les questions. Merci. Je vais poser une petite question. Ces derniers jours, on parle beaucoup de l'augmentation du nombre de tentatives de suicide chez les enfants. Est-ce que ce phénomène, il est au mode de vie ou... Il est À quoi il est lié, ce phénomène? Autre chose, il y a un phénomène qu'on entend de plus en plus, le phénomène tanamor, le moquerie ou quelque chose comme ça. Vraiment. Ouais. C'est le harcèlement. Le harcèlement. Le harcèlement, hein. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication à ce phénomène et quelle conduite devant des enfants qui sont victimes de ce phénomène-là? D'accord. Bon, je pense que les deux questions sont liées parce que je pense que c'est un phénomène de société. C'est-à-dire que pour les mêmes souffrances, les enfants de 1950 et les enfants de 1980 n'exprimaient pas de la même manière cette souffrance. Par exemple, le passage à l'acte suicidaire, c'était tellement tabou, alors que il y a la médiatisation, le passage à l'acte qui est favorisé, il y a le milieu familial qui a changé. Donc les enfants s'expriment plus par des passages à l'acte. Comme on le voit, par exemple, que les adolescents, avant on parlait d'adolescence à 14 ans, maintenant les enfants ils sont adolescents à 11 ans, à 10 ans. Donc il y a Internet, il y a l'accès aux réseaux sociaux, il y a tous ces phénomènes qui font que le passage à l'acte, il est devenu plus souvent permis. Voilà, les réseaux sociaux. Donc le passage à l'acte, c'est auto-agressif et hétéro-agressif, malheureusement. Et pour le harcèlement, c'est un problème, bien sûr, parce que les enfants vulnérables, ils ne trouvent pas, comme ils sont adolescents, l'adolescent, c'est normal qu'il ne parle pas à ses parents. Ça fait partie du développement normal qu'il va apprendre à cacher à ses parents et il va se séparer, s'individuer de ses parents. Mais c'est ça la difficulté maintenant, c'est comment je vais réussir à ce que mes enfants aient assez de jardins secrets, mais en cas de danger, ils me racontent. Et c'est un fait souvent banalisé. Je pense qu'il va y avoir une explosion, ça va augmenter et après ça va se réduire. Parce que maintenant, comme on en parle, beaucoup d'enfants, c'est devenu bénin, naturel. Et après, je pense que ça va augmenter un peu et on va passer à une autre manifestation sociétale. Maintenant, comment faire chez un enfant qui présente des tentatives de suicide ou il a des idées suicidaires? Donc, il faut évaluer la dangerosité suicidaire. Il y a des critères pour évaluer la dangerosité suicidaire. S'il a un trouble psychiatrique caractérisé associé, je m'inquiète. S'il a une dépression associée, je m'inquiète. S'il a un environnement de mauvaise qualité, je m'inquiète.
Si c'est une récidive suicidaire, deuxième ou troisième tentative, je m'inquiète. Si c'est des moyens létaux, c'est-à-dire un enfant qui prend 3 comprimés, c'est pas comme un enfant qui prend 15 ou qui prend 30. Un enfant qui prend 15 et après il prend 2, c'est pas la même chose qu'un enfant qui prend 2, puis 50, puis 60 comprimés. Celui-là, il ne veut pas se rater. Un enfant qui fait une défenestration, qui se jette sous une voiture, etc., ce sont des facteurs, l'impulsivité aussi associée, ce sont des facteurs de gravité. Donc si j'ai l'impulsivité, un trouble associé, un environnement familial de mauvaise qualité et un enfant qui ne regrette pas son geste, je l'adresse en psychiatrie. Voilà. Une question d'ordre pratique peut-être. Maintenant, nous sommes praticiens. Et donc, après avoir éliminé une cause organique, le problème c'est qu'on ne trouve pas de rendez-vous proche pour nos patients. Alors, est-ce qu'il faut que cet enfant soit vu par un pédopsie obligatoirement, ou bien la formation d'un psychiatre, est-ce qu'il a fait le cursus chez l'enfant? Donc c'était une question d'ordre pratique plutôt que... C'est une question difficile. Oui. Alors, il y a les urgences. Les urgences, entre guillemets, ce n'est pas les mêmes urgences qu'en pédiatrie. Nous n'avons pas la même unité de temps. Bon, vous, c'est parfois la minute ou l'heure, et nous, c'est la journée, la semaine, le mois, mais quand même, ou les mois. Mais bon, si c'est une tentative de suicide grave, la phobie scolaire aussi, dont je vous ai parlé, cela, il faut des rendez-vous en urgence. C'est la responsabilité médico-légale. Pour les autres, on peut adapter et gérer. Donc, Dima, dans la prise en charge de l'enfant, il y a 3 volets. Il y a l'enfant lui-même, il y a les parents et il y a le social. Et le social, en général, c'est l'école. Mata Dima, il faut évaluer ça. Donc, s'il y a un problème avec l'école, il faut adapter, il faut guider les parents pour gérer. Parfois, c'est des problèmes qui sont aggravés par la famille. C'est-à-dire on peut guider. Si on écoute, même quand on est pédiatre, c'est ça ce que je suis en train de dire, on peut travailler. La première consultation, on gagne énormément de temps, on n'a pas besoin de psychiatriser tout. Et beaucoup de choses vont rentrer dans l'ordre et elles peuvent nécessiter, après, s'il y a une aggravation, comme pour la gynécomastie, on a évalué, on a attendu, n'est-ce pas? Voilà, et c'est ça. Mais s'il y en a, non, il y en a, c'est urgent, il vaut mieux pas attendre et il faut mieux pas trop toucher parce que parfois c'est difficile à gérer quand les environnements sont très pathogènes. Voilà. Mais voilà, c'est ça les 2 urgences, c'est le suicide et les phobies scolaires, principalement. Voilà, principalement. Bonsoir. Très intéressante. Justement, dans cette option, je me dis que vu que les parents sont différents et que c'est à l'école que ça se passe et qu'il n'y a pas de rendez-vous avec les pédopsychiatres et les psychiatres, pourquoi il n'y a pas de repérage, c'est-à-dire un psychologue à l'école? Vous savez que même les psychologues, il n'y a pas beaucoup de psychologues. Pourquoi il n'y a pas d'éducateurs scolaires? Pourquoi il n'y a pas de psychologue à l'école? Parce que vu exactement, l'enfant à l'école n'est pas le même à la maison. Oui. Et les parents ne sont pas les mêmes. À la maison, ils sont pas... Et au cabinet. C'est-à-dire moi, je suis pédiatre, même des parents, je sais qu'ils ont un problème, ils sont dans le déni du problème qu'ils ont. Oui. Et l'enfant, c'est la victime. Donc pourquoi il n'y a pas dans les écoles un psychologue qui gère, parce que l'enfant peut se livrer au psychologue et ne pas se livrer à ses parents pour diminuer ce risque. Surtout chez l'adolescent. L'adolescent, c'est la meilleure solution, bien sûr. Dans les collèges et les lycées, c'est un grand problème. Et vraiment, alors là, les pédopsychiatres, les rendez-vous, il faut les oublier. Je pense que ça, c'est... Mais c'est vrai qu'il faut que ça se passe à l'école, parce que sinon, on va perdre beaucoup de nos enfants, là. Oui. Oui. Bon, maintenant, il y a 13 pédopsies, c'est-à-dire le résidanat, il y a 13 nouveaux résidents par an. On espère que ça va faire évoluer un peu Voilà, s'ils ne partent pas trop à l'étranger, mais il y en a qui restent, voilà, la démographie médicale, voilà.